du deuxième groupe d'opposition. Et je reconnais pour ses représentations le député de Matane-Matapédia. Vous avez tout votre temps. Madame la Présidente, d'entrée de jeu, notre groupe parlementaire, le Parti québécois, appuie la requête de l'opposition officielle contre plusieurs hauts dirigeants de la SAAQ et du programme SACLIC déjà identifiés précédemment. Inutile de répéter entièrement à nouveau ce qui a déjà été dit, mais je souhaite tout de même apporter ma touche personnelle au débat qui nous anime. En tant que député, ma fonction ne se limite pas à l'étude de projets de loi à légiférer. Elle comprend aussi l'importante tâche de contrôleur de l'action gouvernementale. Elle comprend cette tâche si essentielle pour la démocratie. Que ce soit par la période des questions ou l'importante étude des crédits qui viendra dans quelques semaines, les membres de l'Assemblée nationale sont appelés au nom de leurs constituants et contribuables à veiller sur la saine administration des deniers publics. Un autre outil à la disposition des membres du Parlement pour mener à bien cette mission est la Commission de l'administration publique, dont le rôle consiste, et je cite l'ouvrage de la procédure parlementaire, à vérifier si les sommes allouées au gouvernement et à l'administration publique sont dépensées suivant les règles d'une saine gestion. De plus, elle doit veiller à ce que les administrateurs publics rendent des comptes sur leur gestion. C'est une tâche qui est essentielle, sans laquelle le principe de la responsabilité ministérielle perdrait tout son sens. C'est un rôle auquel j'accorde beaucoup d'importance, qui me tient à cœur depuis bientôt 18 ans, Madame la Présidente. Pour y arriver, encore faut-il avoir la pleine collaboration des hauts dirigeants de l'administration publique qui doivent collaborer à ces travaux. Je cite à nouveau notre ouvrage de procédure parlementaire. J'ouvre les guillemets. La participation des dirigeants et des administrateurs d'organismes publics est essentielle aux travaux d'Assemblée et des commissions et qu'ils doivent s'abstenir par leur comportement de nuire à leur bon déroulement. Ils doivent en tout temps garder à l'esprit que l'Assemblée a le pouvoir de demander des comptes et qu'ils ont le devoir d'en rendre. Ce rôle de contrôleur des activités du gouvernement et de l'administration publique est l'un des rôles les plus importants des députés dans le parlementarisme contemporain. Dans le dossier SACLIC, c'est gros, très gros, comme dirait l'ancien député de Terrebonne. Lancé en 2015, je m'en souviens comme c'était hier, le programme CASA qui aboutira sur le projet SACLIC aura vu son coût augmenter de près de 500 millions de dollars durement gagnés des citoyens québécois, pour atteindre la somme faramineuse de 1,1 milliard de dollars. Le gouvernement aime souvent autoproclamer que ses actions sont historiques. Voici quelque chose à ajouter par un tiers indépendant, la vérificatrice générale. C'est historique. Je le répète, c'est gros, c'est très gros. Malgré ces sommes colossales, le lancement du service SACLIC en 2023 aurait été un échec, notamment parce que d'importants tests de fiabilité n'ont pas été faits. On se demande bien comment 1,1 milliard de dollars n'ont pas permis d'effectuer ces tests. Pensez-y. Pas étonnant alors que la Commission de l'administration publique, pour accomplir son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, ait senti le besoin de suivre le dossier de près à plusieurs reprises. Les présidents et présidentes de la Commission de l'administration publique ont échangé avec les hauts responsables de la SAAQ et de SACLIC pour obtenir les informations leur permettant de suivre l'évolution du dossier. Il serait attendu à ce que les dirigeants transmettent aux parlementaires une information exacte, complète et qui permettrait d'avoir une juste appréciation de la situation. Ben non. Dans son rapport, la vérificatrice générale constate le contraire, notamment en page 29. Je cite le rapport, j'ouvre les guillemets, de plus, des informations incomplètes ont été véhiculées dans les communications transmises par la SAAQ à la Commission de l'administration publique et aux dirigeants principaux de l'information. En effet, ces communications ne faisaient pas état de dépassement de coûts par rapport au contrat avec l'Alliance. Pourtant, bien que la valeur du contrat avec l'Alliance soit demeurée de 458,4 millions de dollars, c'est dans le tableau 3, les sommes qui lui ont été allouées pour la livraison 2 sont passées de 75,6 à 280,4 millions de dollars, et ce, malgré la clause de partage de risque prévue au contrat de 2017. Cette augmentation a fait en sorte qu'il ne restait aucune somme disponible au contrat pour financer la participation de l'Alliance à la livraison 3 et a amputé de 139,6 millions de dollars les sommes allouées pour la phase d'exploitation. Les informations transmises ne donnaient donc pas un portrait juste de la situation. Mais ce n'est pas fini. Plus loin, à la page 53, pour ceux qui le suivent. Certaines redditions de comptes transmises à la Commission de l'administration publique et aux dirigeants principaux de l'information étaient en contradiction avec celles présentées au comité de direction et au conseil d'administration de la SAAQ. Pourquoi donc? J'espère qu'on le saura. En effet, entre mars
Et décembre 2020, la direction du programme affirmait au comité de direction et au conseil d'administration qu'il existait peu de marge de manœuvre dans la matérialisation des bénéfices. Pourtant, dans la même période, la reddition de comptes transmise à la commission et au dirigeant principal de l'information laissait croire que les bénéfices se réaliseraient comme prévu. De la même manière, entre décembre 2019 et septembre 2020, toujours sous le gouvernement de la CAQ, Madame la Présidente, la direction du programme affirmait à l'interne que la gestion du contrat entre la SAAQ et l'Alliance faisait l'objet d'un plan d'action en raison de problèmes importants liés à la relation contractuelle. Or, durant cette même période, la reddition de comptes transmise à la commission et au dirigeant principal de l'information affirmait plutôt que la gestion du contrat était assurée comme prévu. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, 26 mars, Madame la Présidente, ça va faire 18 ans que j'ai le privilège de représenter mes citoyens en cette enceinte. D'ailleurs, c'est la même date que l'ancien ministre des Transports et député de Granby. Et c'est la même date que l'ancien ministre de la Sécurité numérique, député de la Pelletrie. On est arrivés les trois en même temps. On en a lu des rapports. Celui-là est très particulier, le rapport de la vérificatrice générale, et ça me heurte au plus haut point quant à l'engagement qu'on a pris de bien surveiller les finances publiques. Comment puis-je avoir confiance envers l'administration publique, vers le gouvernement, si je ne peux pas être certain que l'information qu'on me transmet est exacte? C'est un bris de confiance majeur, il va sans dire. Il y a deux angles que je vous demande d'examiner et de juger pour déterminer s'il y a bel et bien eu outrage au Parlement en cette affaire. Le premier découle de notre jurisprudence abondante qui reconnaît qu'induire sciemment cette Chambre, ses commissions ou ses membres en erreur, en transmettant de l'information qui est fausse ou inexacte, représente un outrage au Parlement, ce qui est très grave, on en conviendra. Dans le cas qui nous concerne, la présomption à l'effet que nous devons accepter la parole d'un député ne s'applique pas, puisque nous avons affaire à des non-élus, ce qui devrait réduire considérablement le fardeau de la preuve pour conclure à un outrage au Parlement. Deuxième angle intéressant, celui de l'article 55, paragraphe 3 de la Loi sur l'Assemblée nationale, qui stipule, et je cite, « Nul ne peut porter atteinte aux droits de l'Assemblée », constitue notamment une atteinte aux droits de l'Assemblée fait de, présenter à l'Assemblée, à une commission ou à une sous-commission un document faux dans le dessein de tromper. Considérant qu'il existait, selon les recherches de la vérificatrice générale du Québec, des constats résolument contradictoires de l'avancement du déploiement du projet SACLIC, l'un destiné à l'interne et aux dirigeants du projet SACLIC et de la SAAQ, qui confirmait la nécessité d'ajuster le projet en raison des problèmes importants liés à la relation contractuelle, puis un deuxième, transmis exclusivement aux parlementaires, à deux reprises, qui prétendait plutôt que tous les indicateurs étaient au vert et que le déploiement du projet se déroulait comme prévu. Je vois mal comment nous pouvons conclure à une erreur de bonne foi et à écarter la volonté de tromper des membres de la Commission de l'administration publique et de minimiser le risque politique que représentaient les sérieux problèmes de gestion du projet SACLIC. Les membres de la Commission de l'administration n'ont pas été traités comme des parlementaires exerçant leur fonction de contrôleur de l'action parlementaire, mais plutôt comme un risque politique qu'il fallait minimiser. Je me permets de citer votre prédécesseur dans une décision rendue le 8 décembre 2016. J'ouvre les guillemets. « Lorsqu'on occupe un poste dans la fonction publique, de surcroît lorsqu'il s'agit de la fonction de sous-ministre, il est impératif de s'assurer que l'information que l'on transmet à l'Assemblée nationale et à ses membres soit rigoureusement précise. On ne peut pas prendre à la légère la production d'un document à l'Assemblée nationale ou en commission, pas plus qu'un témoignage qu'on rend devant celle-ci. » En terminant, je souhaite conclure en réitérant le souhait de notre groupe parlementaire de participer aux travaux de la Commission de l'Assemblée nationale si vous deviez conclure, à première vue, qu'il y a outrage au Parlement. Et sur ce, ça conclut ma présentation et je vous remercie de votre attention que je constate d'ici, Madame la Présidente, et je vous souhaite de bonnes délibérations. Merci. Merci, Monsieur le député de Matane-Matapédia.